Welcome to this Bienvenue webinar à ce on webinaire sustainable urbanization in sur Africa, l'urbanisation unlocking durable investment en and Afrique, mobilizing libérer l'investissement et sustainable mobiliser finance les financements durables, organized by co-organisé the par Sahel le West Club du Africa Sahel et de Club l'Afrique and de l'Ouest de African l'OCDE Development Bank. et la Banque africaine de développement. My name is Nana Je Toure suis and Nana I'm the Touré, director je of suis Sahel West directrice du Africa Club. Club We're du Sahel et de delighted l'Afrique de to host l'Ouest. this Nous sommes side ravis de pouvoir as organiser cet part événement of the parallèle fourth qui fait partie international de conference la quatrième for conférence financing internationale development for pour le development financement du summit. développement. Today's session is Cette inspired by réunion our tient 2025 partie edition de of Africa's l'édition Urbanization 2025 Report, dynamique Planning for d'urbanisation Urban de Expansion. l'Afrique, planification de It is l'extension also part urbaine, of our ongoing FWAC webinar qui fait partie de series, nos where we séries dive webinaires into the du Club building du Sahel et de blocks l'Afrique of de sustainable l'Ouest, urban où growth, nous abordons différents land aspects governance, de la housing, croissance urbaine and durable, urban la finance. gouvernance du foncier, le logement, Why does unlocking les investment financements and urbains. mobilizing Pourquoi sustainable est-ce finance for que urbanization in il est Africa si matter? important de libérer les financements et de Rapid mobiliser les urbanization financements coupled with durables climate pour change l'urbanisation pour is l'Afrique? one of the major development L'urbanisation challenges of rapide the ainsi que continent. le changement climatique Between now and représentent 2050, un défi pour le continent. Africa's cities will double in D'ici à population, 2050, la with taille the total le urban nombre de villes population africaines, soaring to 4 billion taille by des villes africaines va 2050. doubler, la population passant This à rapid growth, 1,4 milliard combined à with the l'horizon pressure of 2050. climate Une croissance très change, rapide combinée aux pressions exacerbées par le will changement climatique presents both a présentera challenge à la fois and un an défi et opportunity. une opportunité. How do we plan and finance the Comment cities of pouvons-nous donc tomorrow? financer les villes de Cities that are demain, des inclusive, villes qui soient resilient, inclusives, safe. résilientes et durables? Right now, À l'heure actuelle, investment in les Africa's investissements dans les cities, in villes African africaines cities, sont bien fall en short deçà of what des is in need besoins. and what is Et needed, sorry. c'est And that is exactly précisément pourquoi why we nous are here sommes ici today aujourd'hui. to explore innovative Nous allons financing aborder des strategies, stratégies de financement share innovants, practical nous allons solutions, partager des solutions and pratiques spark et collaboration nous across allons sectors. promouvoir des collaborations Over the entre next différents 90 secteurs. minutes, Au cours des we'll 90 hear prochaines from minutes, a dynamic vous panel of entendrez un experts nombre from d'experts municipalities, qui représentent des local municipalités, des governments, gouvernements and locaux, international des organisations organizations internationales who will explore et qui the vont current pouvoir state aborder of l'état urban finance and actuel investment in des Africa, financements urbains et de the needs l'investissement and en potential Afrique, solutions. ainsi que les besoins I am et les solutions delighted potentielles. to Je introduce the suis ravie moderator de of the session présenter and expert of the le topic, modérateur de cette François Yatta, séance, l'expert who sur is ce the sujet, program François director Yetta, of qui est le United directeur Cities and Local programme Governments Africa. à l'Organisation Thank you des for being here, cités et François, and des thank gouvernements you locaux all the unis d'Afrique. panelists. Merci, We are merci truly pour votre honored to have participation you with us aujourd'hui. today. Thank you very much. François, you have the floor. Et vous avez la parole, François. Can François hear me? Est-ce que François m'entend? Yeah, I can hear you now. Okay, sorry. Oui, oui, je vous entends. Okay, many thanks, Madame Nana Toure, for your insightful Merci opening beaucoup remarks. à Madame Touré. Morning, ladies and gentlemen. Bonjour à vous tous. Welcome to this African Bienvenue Development Bank and OECD à cette SWAC webinar réunion on du Club sustainable du Sahel et de urbanization l'Afrique de in l'Ouest de Africa. l'OCDE. Our webinar is about urban finance. Notre Urban webinaire finance va aborder le systems sujet des concern with financements revenue urbains. from a range of sources on revenue Comment producing turnover mobiliser les and investissements expenditure. et les financements Urban durables. finance is also management of funds and resources in a city, including Il s'agit building donc de permits, gérer les financements et les revenue ressources generating au niveau des expenditure planning, villes and financial management to support urban afin development. de soutenir So, le urban développement finance is urbain. critical for Le a better city financement function. urbain est essentiel donc pour assurer But les urban villes de demain, finance is not just to meet the needs of mais a il ne s'agit rapidly pas growing urban population. simplement It is de also to répondre aux besoins d'une generate population economic urbaine benefit croissante. Il for s'agit de générer individuals, des avantages families, économiques and countries. pour les citoyens, les A entreprises number of et les pays. evaluations indicate that investment Plusieurs made actually in African cities indicateurs montrent que les investissements do réalisés not even actuels approximate dans one les villes third
of the africaines amount required. ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins. According to McKinsey, D'après McKinsey, reducing the underinvestment in urban area réduire le will lead sous-investissement dans les zones an urbaines economic gain of permettra around des 2.2 retombées points of économiques growth for African de countries 2,2 points de croissance if pour their l'Afrique. infrastructure was at the same level as that of India. Si on pouvait or réaliser des investissements Pakistan. pour les infrastructures à hauteur de ce que fait l'Inde. Our webinar is in line with Notre the webinaire Addis Ababa Action Agenda, s'aligne sur the l'action agenda of the d'Addis last Ababa, conference of financing donc for l'agenda de la development, dernière conférence de financement held du in développement 2015 in Addis. en 2015 à In this Addis. agenda, a whole chapter Un agenda a été développé et related tout to un urban chapitre finance, concerne le financement. where countries pledged to step up Les pays s'étaient engagés international cooperation to à améliorer la assist coopération municipalities and internationale et national notamment authorities au niveau des in municipalités collecting tax, levies, and fees, en collectant des impôts, helping des municipalities taxes also to diverses set up or et strengthen aidant les municipalités their municipal bond market, à développer and des marchés also obligataires encourage lending operation by et financial encourager institutions and également development les banks prêts in des favor institutions of financières et des banques municipalities and subnational pour les authorities. municipalités et les gouvernements infranationaux. Our webinar is divided Notre into webinaire 4 parts. est divisé The en first 4 part is parties. La setting the première scene by the partie co-authors va planter le of the book. décor The first speaker will be avec Margarita des Fada, présentations des co-auteurs. On va d'abord entendre Marguerite Fada, who is policy analyst qui est at analyste politique OECD SWAC Secretariat. au secrétariat du Club She du will Sahel et de talk l'Afrique about de l'Ouest de urban growth l'OCDE. and Elle financing va needs. nous parler de la croissance urbaine et The des second besoins speaker will financiers. be Brile Ensuite, on va Anderson, entendre who is Brile Climate Anderson, Restoration and Environment Program Lead qui dirige le at programme climat, OECD SWAC Secretariat. She will talk ville about et climate environnement, elle resilience. encore du Club du Sahel And de l'Ouest de the l'OCDE. third Elle va will nous be parler Stefan de Acha, besoin de développer une manager plus of the grande Urban résilience Development climatique. Division, African Et Development Bank. ensuite, Stéphane Stefan will Achia present the de la main Banque africaine points de of the développement 2025 report. va nous parler du rapport The second part of 2025 our webinar will be des Need and dynamiques de Challenge. l'urbanisation en Afrique. Here, we will be listening very Ensuite, on carefully aura to une people séance who are dealing du day directeur and night financier. with investment need of the city. On va entendre là The first speaker les will besoins be d'investissement dans les villes. Mr. D'abord, on va El-Bashir entendre Ben-Hamed, who is Vice President of the Bachia Municipal Council Benmat, of qui est Agadir, vice-président du conseil communal in charge d'Agadir of au Maroc, municipal finance. qui va nous parler des The second financements speaker will municipaux. be Madame Ginette Ensuite, on Nguessan, entendra Chief Madame Financial Officer Nguesen, of Cocody, directrice Cocody financière de of the Cocody Greater Abidjan. de la Côte The d'Ivoire. third part of our La webinar troisième will be partie de notre solution webinaire options. abordera les solutions Here we de will have financement pour le two développement key urbain. experts. Ici, on a 2 The experts. first is Dr. Tout Kanyango, d'abord, le docteur Chair of the Kanyango, Homa Bay qui County préside Development Board le conseil in de, Kenya. He will talk about du land district as Homa asset. Bay au Kenya, qui va nous The parler second d'outils comme is the actifs. well-known Mohan Et ensuite, Vivekanandan, Mohan who is Vivekanandan, senior que vous advisor connaissez of the tous, African Development qui Bank. est un He will conseiller talk about de la credit Banque access africaine de développement, for qui va nous parler de municipalities. l'accès au crédit The last pour part les now of municipalités. our webinar Enfin, la will dernière be partie de ce no webinaire Q&A and prendra la open forme d'une séance de time questions-réponses, to discuss and to respond to some questions. ce qui So let's permettra move de to donner our la first parole panel. aux intervenants. Voilà, donc on va passer sans plus tarder au premier Margarita panel. Fada, Thank you, François. yeah, you have the floor, please. Vous avez la parole, Madame And Fada. thank you, Director Touré. Oui, A merci warm welcome also beaucoup. from me to Bienvenue this également webinar de dedicated ma to urban part à ce financing. webinaire. As François just mentioned, Comme this is a François vient three-part de le presentation dire, where I will first walk you through je the vais urban d'abord growth projections vous donner that have been quelques produced chiffres as part of the et report Africa's prévisions Urbanization Dynamics de la 2025 Plan croissance for Urban Expansion. urbaine en Afrique. Next, I'll give the floor to Brile Ensuite, Anderson, je donnerai la parole à who will Brile present Anderson, climate projections and their impact on cities. qui va We have decided to start off with these two introductory parler des presentations projections because we believe climatiques. that urban growth and climate change are two Nous key pensons que la transformations croissance that impact urbaine investment needs. et le changement The Sahel climatique West Africa Club produces data and analysis on both these topics sont des sujets thus interliés. starting the conversation introducing these. Next, Stefan Acha,
colleague from the African Development Bank and co-author of the report, will present the financing systems of local authorities and the On challenges parlera du and financement opportunities des that lie municipalités, ahead. des différents défis y Without afférents. further ado, I will go through the results of this projection exercise. Ensuite, je parlerai As part de of quelques the report, we chiffres. have produced the most comprehensive view of future urbanization dynamics in Africa to date. Alors, je vais vous parler de This is ce an rapport. exercise that included C'est un demographic and exercice spatial qui a projections compris des for more than 11,000 projections urban pour plus de agglomerations 11 across 000 all African agglomérations countries. urbaines à travers 54 pays What do africains. these projections show us? Que nous montrent ces They show us the projections? cities will Elles nous absorb montrent que les 80% villes vont of the total absorber population growth. 80% de la croissance totale de la population. La population de l'Afrique va augmenter de 900 millions de personnes et donc l'Afrique sera le continent avec la population urbaine la plus importante après l'Asie. Il y aura donc une reconfiguration des dynamiques urbaines. En 2020, 54% de la population vivait dans des villes. En 2050, ce sera 65%. Ça veut dire que 2 Africains sur 3 vivront en 2050 dans des zones urbaines. Comme vous pouvez le voir sur la carte, ce taux n'est pas du tout homogène d'un pays à l'autre. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, a plusieurs pays avec des taux d'urbanisation au-delà de 65% pour 2050. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de croissance urbaine également dans ces pays. Le Niger, par exemple, regardez, en 2020 et 2050, c'est l'un des pays les moins urbanisés du continent. Et le Niger est également la population qui connaît la croissance la plus importante. À mesure que les populations s'installent dans les villes ou que les personnes naissent dans des villes et y grandissent et créent leur propre famille à terme, eh bien, il y aura plus de zones construites. Et donc, les villes vont s'élargir de 175 000 km² à l'heure actuelle jusqu'à 450 000 km². Et pour expliquer un petit peu, ça veut dire que les tailles vont doubler en taille. Et ça, c'est un phénomène qui impacte les villes, quelle que soit leur taille, les petites villes, les villes moyennes et les grandes villes. Néanmoins, nous savons que les prévisions montrent que les villes moyennes et les grandes villes sont celles qui vont croître le plus rapidement. Ces chiffres, bien sûr, sont importants, mais les villes représenteront seulement 2% de la zone continentale. Donc, l'empreinte de ces villes en termes de foncier reste petite. Nous savons qu'il y aura des demandes très importantes d'investissement. Les besoins sont très variés, tout dépend des contextes. Et les directeurs financiers qui vont prendre la parole après cette présentation vous donneront une petite idée de certains de ces besoins. Néanmoins, un défi commun pour toutes les villes, c'est de planifier, financer et gérer cette croissance au rythme et à l'échelle à laquelle elle se fera. C'est l'occasion également de construire des villes qui soient durables, productives et inclusives et de le faire très en amont. Il faut des systèmes financiers locaux pour tirer parti de ces opportunités. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Billy Anderson qui va vous présenter des chiffres et les impacts. Oui, merci beaucoup. Donc, comme Margarita vous l'a montré, l'urbanisation va continuer de croître dans l'ensemble du continent. C'est un potentiel énorme, mais ce potentiel ne peut être réalisé que si on fait face au changement climatique et à ces diverses menaces. Il y a une décennie, l'accord de Paris a reconnu que les villes se trouvent en premier front face au changement climatique. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Les villes résilientes, ça permet de tirer parti des promesses de l'urbanisation. Ici, vous voyez un aléa climatique, les inondations. Sur la gauche, vous voyez une carte des agglomérations africaines aujourd'hui qui se trouvent face à ce risque d'inondation.
par taille, hein, donc suivant la couleur de bleu. Et ce que vous voyez, c'est que le Nigeria, Mali et Tchad ont le plus grand risque. Donc, ça peut aller à 1 km² à 5 km² d'inondation. Ce qui est important à noter, c'est que les inondations peuvent arriver même lorsqu'il n'y a pas de précipitations très importantes, parce qu'il y a parfois des topographies qui présentent certaines conditions géographiques. Bon, ça, on ne peut pas le contrôler, mais les villes peuvent tout de même contrôler, par exemple, les infrastructures vertes, les infrastructures bleues, les défenses face à l'inondation. Ce sont tous des facteurs que les villes peuvent contrôler, ce qui permet d'atténuer la gravité des inondations. Ici, pour ce qui est de la vulnérabilité, nous savons que 61% des villes vont être construites au cours des 3 prochaines décennies et les infrastructures critiques peuvent être très vulnérables. Vous voyez ici l'exemple de Cotonou. Et ce que vous voyez, c'est les pixels bleus, ce sont les zones d'inondation, et les points rouges, ce sont des bâtiments et des infrastructures critiques. Et ce que l'on voit, c'est que, par exemple, l'aéroport international est situé dans une zone inondable. C'est vrai également pour d'autres bâtiments, comme par exemple les universités. Et ceci pourrait avoir des répercussions économiques très importantes. Ce n'est pas forcément limité juste à la ville, parce que Cotonou, par exemple, c'est partie d'un corridor, Cotonou-Abidjan, et donc il pourrait y avoir des perturbations sur tout ce corridor. Et donc, la manière dont on construit, dont on accorde la priorité à la résilience, ça va être très important. Regardons maintenant les canicules ou les fortes chaleurs. Ici, vous voyez sur la gauche une carte des agglomérations identifiées pour 2050. Et ça, c'est le pire scénario, bien sûr, face au changement climatique, hein, parce que ce sont des villes qui pourraient compter de fortes chaleurs pendant la moitié de l'année, c'est-à-dire des chaleurs au-delà de 35 degrés. Donc, 212 millions de personnes en Afrique de l'Ouest, dans les villes de l'Afrique de l'Ouest, pourraient avoir à subir la moitié des jours de l'année des fortes chaleurs. Et c'est vrai pour toutes les villes, qu'elles soient petites ou grandes. Ce n'est pas simplement une question d'inconfort, ça va avoir un impact sur la santé et pour un certain nombre de secteurs, notamment les secteurs où on fonctionne beaucoup en extérieur. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est une préoccupation économique parce que la moitié de la valeur ajoutée au PIB dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest viennent de secteurs qui sont très exposés face à la chaleur. Les activités extractives, l'agriculture, la construction, par exemple, les secteurs manufacturiers. Ici, vous voyez sur l'axe horizontal les pays et sur la verticale la valeur ajoutée par secteur rapportée au PIB. Et vous voyez qu'une partie importante de la valeur ajoutée vient de secteurs très exposés à l'extérieur et donc à la chaleur. Et donc, ces chaleurs pourraient réduire et le PIB et les recettes nationales. Ensuite, sur la droite, ce que vous voyez, c'est les heures perdues par travailleur à cause de la chaleur. Et on voit que dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, à la fin de ce siècle, on peut perdre 2 semaines de travail par travailleur et par année, ce qui montre qu'il faut construire une résilience économique face à la chaleur extrême, face aux inondations, face à d'autres aléas. Et les décisions qui sont prises aujourd'hui sur la manière dont on va construire nos infrastructures et nos villes vont être déterminants face au changement climatique à l'avenir. Et sur ce, je vais donner la parole à Stéphane. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Brillé. Donc, pour ce qui est du financement de la croissance urbaine africaine, nous savons que ce sujet est devenu beaucoup plus prioritaire, que ce soit au niveau national ou international. Et ça me rappelle une discussion que j'ai eue l'année dernière avec le ministère des Finances du Rwanda, qui disait si on n'investit pas
aujourd'hui dans les villes, demain, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est un discours important qu'il faut avoir, et notamment avec les partenaires pour le développement, comme par exemple la Banque africaine de développement. Ce que nous savons, c'est que les dépenses à l'heure actuelle sont beaucoup trop faibles. On le sait, on a les directeurs financiers de certaines municipalités, donc ils vous en parleront, mais vous voyez ici les dépenses, $100 par tête d'habitant pour l'Afrique. La moyenne mondiale est 7 fois plus élevée. L'Asie, c'est 6 fois plus élevé, par exemple. Donc là, c'est vraiment le dilemme. Comment investir beaucoup plus pour nos villes? L'écart en termes d'infrastructure est évalué à 130 à 170 milliards de dollars américains tous les ans pour donc rattraper le retard en termes d'infrastructure. Et puis, nous avons des investissements, comme nous l'avons vu, par tête d'habitants qui sont très faibles. Et ces investissements se font beaucoup sur les très, très grandes villes, mais pas sur les villes moyennes qui sont très importantes dans le continent africain. Alors, les instruments pour le financement des gouvernements et des administrations locales sont bien connus. Elles sont d'ailleurs mises en avant dans le document. On a les transferts intergouvernementaux habituels, transferts de fonds budgétaires centralisés vers des administrations locales. C'est parfois insuffisant et parfois imprévisible. Il y a aussi les fonds générés par les autorités locales avec leurs forces fiscales, notamment. On pourra en parler plus avant dans cette discussion. Ensuite, il y a toutes les taxes liées aux fonciers. Il y a une collecte fiscale foncière inadéquate dans de nombreux pays d'Afrique. Il y a beaucoup de marge d'amélioration, notamment en matière de technologie, de gouvernance. On a un bon exemple de Casa ici, Casablanca, qui a fait un travail formidable. Le crédit, l'accès aux emprunts, notamment dans le cadre de devises locales. Il y a d'autres collègues qui vont également parler beaucoup plus que moi. Après, il y a aussi le financement concessionnel et les prêts. La question étant de pouvoir lever des fonds sur le marché local également, et l'impact des agences de notation. Ça, c'est une forme de financement qui va prendre une part de plus en plus importante. Ensuite, il y a les marchés des capitaux avec la capacité de l'autorité locale à émettre des obligations municipales et d'autres instruments financiers. C'est quelque chose qui se fait en Afrique du Sud, et François a également travaillé avec de nombreux pays en Afrique de l'Ouest à deux types d'initiatives de ce genre. L'idée, c'est d'améliorer le bilan financier de nos villes, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre à niveau, mettre à échelle pour pouvoir lever des fonds beaucoup plus importants. Et puis, il y a la question des PPP, sur la question des règles de jeu équitables dans le cadre de réglementation pour pouvoir avoir accès à notamment des logements abordables et le secteur de l'énergie également qui en découle. Alors, il y a certains obstacles qu'on connaît, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Barrières à l'investissement, donc il y a des contraintes réglementaires, il y a une capacité fiscale limitée. Nous, on essaye de travailler à améliorer la marge budgétaire des villes, notamment en ce qui concerne la collecte fiscale. Il n'y a pas suffisamment d'homogénéisation de stratégie non plus, notamment entre les différents niveaux infra-gouvernementaux et le gouvernement centralisé. Donc, il va falloir travailler aussi à une meilleure classement des priorités
Et les banques multilatérales apportent souvent une assistance technique pour aider les villes dans le cadre de leur planification. Alors, on est aussi dans un contexte de forte activité informelle. Il faut donc passer au système formel. On a, par exemple, des modes de transport informels qui va transporter les gens dans les villes, mais eux, ils doivent payer des taxes comme les autres, hein, même s'ils sont dans un secteur informel via notamment l'achat de pétrole, etc. Donc, ça peut permettre de dégager des revenus importants pour ce qui est des budgets des autorités. Il est essentiel dans ce contexte-là de pouvoir les capter dans le filet, les ramener dans un filet de formalité, notamment en utilisant et en mettant à profit les technologies pour ce faire. Alors, améliorer le financement pour l'urbanisation en Afrique, voilà des différentes choses que nous avons fait. Si vous regardez la diapo à droite, vous voyez les différents engagements qui ont été consentis au cours des 5 dernières années depuis 2020. Donc, en 2020, la plupart du temps, ce sont les gouvernements qui apportent des financements. Ensuite, le secteur privé qui joue un rôle également non négligeable. Les DBM, nous, en tant que banque, on apporte un financement. Il y a aussi beaucoup de financements qui proviennent d'Asie. Le transport, c'est aussi une composante importante des investissements. Le transport, l'énergie, l'éthique, les fibres optiques, l'eau, l'assainissement et la gestion des déchets. Pour ce qui est du logement, c'est une préoccupation, c'est d'ailleurs une des priorités pour nos pays. Et les villes s'impliquent énormément. Donc là, vous avez à l'écran les différents types d'améliorations qui peuvent être améliorées pour ce qui est de la gauche de cette diapositive avec les différents éléments qui peuvent booster ces investissements. La question du financement concessionnel également. Les investissements clés dans secteur clé et localisés et inclusifs, évidemment, parce que ça doit s'aligner à l'accord de Paris. Alors là, vous avez un des éléments clés qui permet de travailler à ces cadres financiers. La question de la gouvernance, de la réglementation, c'est absolument essentiel pour un déploiement de l'investissement urbain. Nous, on le met en place dans le cadre de différentes stratégies et de réglementation. Comme le dit mon ami François, on décentralise, on dévolue les responsabilités. On a une dévolution sur une décentralisation qui existe, mais pas nécessairement sur le plan des budgets non plus, des impôts. Donc, il faut le faire dans le cadre des grandes villes, notamment les mégalopoles qui ont vraiment une capacité à pouvoir générer des investissements. Ensuite, le climat d'investissement propice, on vient de le dire, hein, le secteur privé doit connaître bien les règles. Ces règles doivent être mises en avant clairement et elles doivent être appliquées. Il y a la question aussi de l'application de ces cadres de réglementation. Pour l'instant, le financement des villes en Afrique est plus cher que pour les villes en Asie. Il y a une question de fragmentation et il y a la question de la fragmentation sur le plan juridique. Donc, il faudra éclaircir ces éléments-là. Alors, à droite, vous aviez la vision nationale et la stratégie, la capacité et la gouvernance locale et la question des cadres réglementaires propices. Tout ça, ce sont des éléments qui sont mis en avant dans le rapport et ça peut apporter différents éléments d'information qui permettent de lancer, de promouvoir la discussion que nous aurons par la suite. Je vous renvoie la balle. Merci beaucoup. Je redonne la balle à François. François, vous m'entendez? Bien sûr, je vous entends. Merci beaucoup pour
ces présentations intéressantes qui fixent un peu le contexte de notre webinaire. Nous allons donc passer à la partie 2 qui concerne ceux qui travaillent au jour le jour sur cette problématique de financement du développement urbain dans leurs villes respectives. Et comme je disais, nous avons 2 speakers. Nous avons Madame Ginette Nguessin, qui est directrice financière de la commune de Cocody à Abidjan. Cocody fait partie du Grand Abidjan. Et Monsieur El-Béchir Ben-Ahmed, qui est vice-président du conseil municipal d'Agadir. Il est vice-président en charge des finances. Alors, nous avons quelques difficultés pour sa connexion, Monsieur El-Béchir, mais nous sommes en train de faire le nécessaire pour... C'est réglé, François. Ah, ok, ok. Je suis avec vous. Ok. Merci, Monsieur El-Béchir. Bonne arrivée, merci. Mais écoutez, vous arrivez au bon moment parce que je voulais commencer par vous, justement. Alors, nous sommes là dans la deuxième session qui va concerner les besoins et les défis. Est-ce que vous pouvez nous dire, en ce qui concerne la commune d'Agadir, quels sont les projets que vous essayez de financer? Quel est le lien entre ces projets et le développement économique? Quels sont les obstacles que vous rencontrez, notamment pour atteindre les niveaux d'investissement souhaités et réaliser vos projets? Comme on l'a dit, Stéphane aussi vient de mettre l'accent là-dessus. Nous avons une demande très forte en termes d'investissement dans nos villes, mais comme on dit, les ressources ne sont pas infinies. Donc, comment est-ce que vous gérez ces 2 contraintes-là? Merci beaucoup, encore une fois, M. Elbéchan. Merci de vous être connecté. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je pense que je dois avoir 8 minutes pour balayer un peu tous ces aspects, toutes ces questions. Je vais tenter d'être dans le délai. Ravi d'être avec vous pour ce call. En fait, nous, quand on a pris les rênes de la commune d'Agadir en 2022, la ville, de manière particulière, et la région Souss-Massa en général, a perdu en attractivité, en fait. Le fait de perdre en attractivité a poussé les autorités, à la fois locales et nationales, à mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous un plan de développement urbain, lequel développement urbain a en fait une enveloppe conséquente de pratiquement 7 milliards et demi aujourd'hui de dirhams, donc c'est pratiquement dans les 700 millions d'euros, pour mettre à niveau la localité en particulier, parce que c'est la capitale de la région, la capitale de Souss-Massa. Donc, pour revenir un peu aux défis, moi j'ai toujours dit que les grands défis des communes, de manière générale, ils sont au nombre de 3. D'abord, on a un problème de foncier, parce que ce foncier permet de mettre à la disposition des investisseurs des terrains industriels en particulier, mais aussi ça permet d'installer des services de proximité pour la population, des terrains de proximité, des espaces verts, etc. Deuxième grand défi, ce sont les ressources humaines. La qualité des ressources humaines aujourd'hui au niveau des communes de manière générale, des collectivités territoriales, pose un véritable problème parce que en fait, il y a un problème d'attractivité des collectivités territoriales en termes notamment de salaire. Et puis, on a le problème de financement. Alors, je pense que si on doit parler du défi de financement, je peux dire que comment nous, au niveau par exemple de la commune d'Agadir, nous avons attaqué cette problématique d'autofinancement, de financement, pardon. Alors, pour moi, je vais être assez direct, deux grands projets. Le premier, c'est ce que nous avons appelé, ou ce que nous appelons le PMR, le plan de mobilisation des recettes.
et j'ajouterai des recettes propres, parce que si on ne maîtrise pas les recettes, on ne peut pas maîtriser le financement du développement d'une commune. Et pour ça, le PMR que nous avons mis en place nous a permis d'améliorer de manière très, très substantielle entre 2022 et 2024 les recettes de la commune d'Agadir. Nous sommes passés de pratiquement 500 millions de dirhams, 50 millions d'euros pour simplifier, à 800 millions de dirhams, 80 millions d'euros en l'espace de 3 années. Pratiquement 61% d'accroissement parce que nous avons mis en place ce que nous appelons aussi une stratégie financière une stratégie financière de la commune d'Agadir sur le mandat 2022-2027. Et donc, nous avons attaqué les taxes où nous considérons que justement, il y a un potentiel de développement à faire. Parce que dans la réalité, tant qu'on ne recense pas et tant qu'on n'a pas une connaissance parfaite de la base des contribuables par taxe, on n'arrivera jamais à mettre en place un plan de mobilisation de recettes. Donc ça, c'est le premier point. Et là, cette problématique justement de plan de mobilisation des recettes et d'amélioration des recettes des communes permet d'améliorer l'autonomie financière des communes. Alors, pour vous donner quand je parle d'autonomie financière, c'est essentiellement le pourcentage des recettes propres collectées par la commune par rapport au financement de l'État. Alors, la commune d'Agadir, pratiquement, a une autonomie financière de pratiquement 84% versus 46% en moyenne au niveau national. Ça veut dire qu'en fait, on arrive véritablement à être indépendant au niveau financier. Et ça, alors, la deuxième, je vous donne en fait les deux principales composantes de la stratégie financière de la commune d'Agadir pour 2022-2027. Donc la première, je viens d'en parler, c'est le plan de mobilisation des recettes. Le deuxième élément, c'est la diversification des sources de financement. Alors, quand on a pris les rênes de la commune d'Agadir en 2022, on a rencontré une grosse difficulté parce qu'il fallait honorer les engagements de la commune au niveau de ce plan de développement urbain. Alors, je précise en fait que ce plan de développement urbain a intégré un ensemble de partenaires parce que c'était d'ailleurs, encore une fois, je note aussi, parce que la convention de ce plan de développement urbain 2020-2024 a été signée devant Sa Majesté le Roi, et ça a permis de mettre autour de la table du financement de ce plan de développement urbain un ensemble de partenaires, que ce soit des ministères, des organismes nationaux, qui ont permis de mobiliser des fonds supplémentaires pour mettre à niveau la ville. Donc, la diversification des sources de financement était une de nos priorités parce que l'essentiel des financements est élevé auprès de ce qu'on appelle chez nous ici le fonds d'équipement communal, qui est en fait un organisme qui peut être assimilé à une banque commerciale et qui concentre au niveau du Maroc pratiquement 90% des financements des collectivités territoriales. L'objectif en fait de cette diversification des sources de financement, nous sommes partis de l'idée que le privé a recours au marché de capitaux pour lever des fonds et nous nous sommes dit pourquoi ne pas tenter cette expérience de l'accès au marché de capitaux pour les collectivités territoriales, de sorte à ce que les collectivités territoriales puissent avoir recours au marché financier pour lever des fonds. C'est ce que nous avons fait et nous sommes aujourd'hui la première collectivité territoriale au Maroc à lever des fonds sur le marché de capitaux, 1 milliard de dirhams, 100 millions d'euros exactement, dans des conditions extrêmement avantageuses pour la commune et qui nous ont permis d'avoir autour de la table du financement à la fois des investissements locaux, c'est-à-dire des compagnies d'assurance, des fonds communs de placement, des banques, mais aussi d'avoir un partenaire international qui est la Banque européenne de reconstruction et de développement. Cette banque internationale, la BERD, nous a permis également de nous donner, d'avoir en fait une assistance technique qui nous a permis de régler quelques problématiques majeures pour lesquelles on a été financé, notamment ce qu'on appelle deux programmes particulièrement. Le FOPIP, qui est en fait un programme qui a permis de diagnostiquer les problématiques organisationnelles et financières de la commune,
qui est un excellent programme. Et aujourd'hui, les livrables, nous les avons entre les mains et nous avons un ensemble justement de recommandations à mettre en place et implémenter. Deuxième programme qui est donc celui on appelle ça le GCAP, qui est en fait un programme ville verte. Il faut noter également que la commune est la première commune au Maroc à intégrer le programme Ville verte de la Berde. Alors, je reviens à un problème que vous avez soulevé, François, qui est en fait les obstacles. Et moi, je parlerai essentiellement d'un problème, j'allais dire, d'attractivité. Parce qu'il y a encore 4-5 ans, la ville d'Agadir en particulier, la région de manière générale, n'était pas du tout attractive parce qu'on a des problématiques d'infrastructure, on a des problématiques, j'allais dire, qui sont là depuis très longtemps, notamment en termes de réponse aux investisseurs et aux touristes. Il ne faut pas oublier qu'Agadir est une ville touristique par excellence, la première station balnéaire au Maroc. Et donc, aujourd'hui, après pratiquement 4 ans de travail, nous sommes arrivés à améliorer de manière très importante l'attractivité de la ville. Aujourd'hui, la ville est devenue beaucoup plus attractive. On enregistre j'allais dire, un nombre de touristes très élevé, pratiquement presque 20% par rapport à 2019, qui est l'année de référence. Et puis, nous avons commencé également à attirer des investisseurs. En gros, cette attractivité, pour moi, elle vise 3 cibles majeures. D'abord, il vise les investisseurs parce que nous voulons, l'investisseur privé est le créateur de richesses par excellence. Donc, nous voulons mettre à la disposition des investisseurs internationaux et nationaux également des infrastructures de qualité qui leur permettent d'investir dans de bonnes conditions, de sorte à créer de la richesse et à créer de l'emploi. Ça, c'est la première cible. La deuxième cible, je vous le disais, Agadir est la première ville balnéaire au Maroc et la deuxième destination touristique après Marrakech. Et donc, aujourd'hui, nous faisons tout pour attirer davantage de touristes parce que aussi, c'est une activité créatrice de richesse. Et je note au passage que nous sommes pratiquement entre 12 et 15% de PIB créé par le tourisme pour la ville. Et troisième cible, j'allais dire que nous tentons d'attirer, ce sont les ressources humaines de qualité, parce que ces ressources humaines de qualité, aujourd'hui, ils choisissent Casa, Tanger, Rabat, etc. pour aller s'installer, parce que la ville n'était pas, jusqu'à encore une date très récente, très attractive pour ces ressources humaines. Aujourd'hui, ces ressources humaines reviennent de plus en plus à Agadir et parce que justement, aujourd'hui, ils ont des écoles de qualité, ils ont des espaces verts de qualité, ils ont des musées, ils ont un ensemble aujourd'hui d'infrastructures et de services de proximité qui leur permettent d'avoir une qualité de vie meilleure. Donc voilà, cher François, un peu, je pense que j'ai pu tenir sur 8-10 minutes mon intervention et j'espère avoir répondu un peu à vos interrogations. Et bien entendu, je reste à votre service pour répondre éventuellement à quelques questions sur cette problématique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, pour votre intéressante contribution. Ne vous inquiétez pas, vous étiez pile poil parce que moi j'ai chronométré là, vous êtes 9 minutes 16 secondes. Donc, vous voyez, pour un financier, ça ne m'étonne pas. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, sans tarder, nous allons écouter Madame Ginette Nguessan, qui est directrice financière de la commune de Cocody, qui fait partie du Grand Abidjan. Alors, Cocody, pour vous résumer un peu, c'est là où tout le monde habite, hein. Du président de la République au Premier ministre, à tous les autres maires du Grand Abidjan. Tout le monde habite à Cocody, à Abidjan. Madame Nguessan, vous Oui, m'entendez? je vous entends. Allez-y, allez-y. Alors, merci, Monsieur Yatta, articulé sur 4, notamment les projets que nous essayons de financer à Cocody, euh, les projets qui rapportent à la ville, les obstacles pour atteindre les niveaux d'investissement souhaités, et le dernier point, les stratégies que nous mettons en place pour surmonter les obstacles. Concerne le premier point,
il faut dire que la commune de Cocody dispose d'un programme triennal qui comprend environ une soixantaine d'opérations. Et ces opérations sont financées sur fonds propres, mais nous n'allons pas aller dans les programmes, dans les opérations du programme triennal. Nous allons plutôt signaler que parallèlement à ces opérations du programme triennal, nous avons des projets, une dizaine de grands projets qui doivent être financés autrement parce que les montants sont très importants. Mais pour cette conférence, nous allons nous attarder sur deux importants projets d'investissement qui ne sont pas inscrits au programme triennal, mais qui doivent être réalisés. Donc, le premier projet qui est relatif à la construction de quatre gares, 16 têtes de stationnement et d'une centaine d'arrêts de dépôt. C'est un projet qui porte sur le volet du transport. Donc, comme M. Yatta l'a dit en introduction, la commune de Cocody est une cité résidentielle où habitent la plupart des autorités nationales et internationales, les ambassades et, disons, les personnes qui sont UP. C'est une commune paisible et assez sécurisée. Disons en un seul mot, c'est une commune prestigieuse où tout le monde souhaite habiter. Mais il se pose un gros problème au niveau du transport. Et donc, afin d'apporter une solution durable, il faut organiser ce secteur en créant des gares dans les quartiers de la commune. Et la gare est un lieu de correspondance entre les nombreuses lignes et se caractérise par son envergure et son équipement. Ensuite, il faut également construire des têtes de stationnement pour le débarquement et le ramassage des clients. Ces têtes de stationnement sont situées sur le bas-côté des routes et sont susceptibles d'accueillir environ 3 à 5 véhicules à la fois pour une durée maximale de 15 minutes. Et en dernière position, euh, il faut construire également des arrêts dépôt qui doivent accueillir pour 5 minutes les transporteurs. Et pour ce projet, il faut signaler que les études de faisabilité qui déterminent les coûts sont déjà disponibles. À côté de ce grand projet au niveau du transport, nous avons un deuxième projet aussi, la construction d'un complexe immobilier. Donc, le complexe immobilier, ce sera un immeuble sur 5 niveaux et qui va couvrir environ 16 800 mètres carrés, hein, et qui sera composé de mezzanines, des étages plateaux, des bureaux parfaitement équipés, des appartements. Et également, à ce niveau, les études architecturales et tous les dossiers techniques pour l'obtention du permis de construire sont disponibles. Qu'est-ce que ces projets vont rapporter à la ville? Au niveau du transport, en l'état actuel, il faut noter une mauvaise organisation qui est gérée par des personnes privées qui sont appelées des nyambros ou des syndicats. Et une véritable indiscipline est à noter au niveau du transport et une insécurité vraiment notable. Et la construction des gares donc, va nous apporter un aménagement des différents sites de ramassage, une organisation qui sera gérée par la mairie et par également les opérateurs privés qui sont déjà sur le terrain. L'assainissement apportera également un élément important qui est la sécurité. Parce que avec cet aménagement, la police nationale et la police municipale seront impliquées dans l'organisation et les utilisateurs des gares seront enregistrés
ils seront enregistrés, ils seront surveillés et ils seront connus. Et tous ces éléments sont très importants pour sécuriser ce secteur. Pour ce qui concerne le deuxième projet, la construction du complexe immobilier. Euh, euh, le complexe immobilier viendra assainir l'espace actuel qui abrite, qui a été construit depuis les années 50 et qui est destiné à accueillir des personnes à revenus faibles. Donc, le quartier qui doit être assaini, c'est le quartier des Vallons, qui est un quartier qui abrite un quartier qui est déjà, qui compose des centres commerciaux modernes. Actuellement, c'est un quartier qui est très attrayant et qui dispose de centres commerciaux modernes. Donc, la présence de cet immeuble délabré, insalubre, contraste avec cet environnement qui est de plus en plus moderne. Donc, le troisième point, quels sont les obstacles que nous rencontrons pour atteindre le niveau d'investissement souhaité et pour réaliser ces la de Cocody d'une autonomie financière suivant une loi de 2012 et qui organise les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Malheureusement, nos collectivités sont confrontées au reversement tardif et partiel des ressources qui sont allouées aux subventions et tout ça. Les reversements sont faits, mais les pourcentages de reversement ne sont pas maîtrisés par les collectivités. Et c'est vraiment un frein pour organiser le développement et pour organiser les projets d'investissement. Nous pouvons parler également de l'unicité des comptes du Trésor et à l'accès non autorisé aux emprunts. En Côte d'Ivoire, nous avons opté pour la gestion avec un compte unique du Trésor. Avec ce compte unique-là, il est vraiment difficile d'avoir accès au financement extérieur. Quelles sont les stratégies que nous avons mis en place pour surmonter ces obstacles? Donc, la commune, pour surmonter ces obstacles, nous avons recours au partenariat public-privé sous la forme de BOT, qui est le but d'opérer transfert. Et ce type de partenariat public-privé, souvent utilisé pour les grands projets d'infrastructures marchandes. Donc, c'est un modèle de financement de projet où une entreprise privée finance, construit et exploite une infrastructure pendant une période donnée. Et puis, après, cette structure privée transfère l'entité à à la commune. Donc, voilà présenter brièvement nos différents projets, nos obstacles et les stratégies que nous avons mis en place. Merci beaucoup, Madame la directrice financière. Vraiment, je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir été vraiment pertinents sur les points que nous avons évoqués au début et puis aussi d'avoir respecté en même temps le temps imparti. C'est vraiment très important. Je vous remercie. Alors, je voudrais dire que merci d'avance pour nos deux experts qui traitent cette question au jour le jour à Agadir et à Cocody, d'écouter la seconde partie sur les solutions parce que quand on va passer aux questions et aux réponses, on aimerait que vous réagissiez d'abord sur tout ce que vous avez entendu. D'accord? Okay, so let's move to the third part of our Nous allons donc webinar, passer à la troisième partie de which cette is solution. séance, c'est-à-dire So we have two les solutions de key financement pour le experts. développement urbain.
Et nous avons deux grands experts. Tout d'abord, le docteur Konyango, qui est le président du comité des revenus de Homa Bay County au Kenya, qui va nous parler du foncier comme actif. Et ensuite, Mohan Vivekanandan, président du groupe de Infrastructure Specialist Group, va nous parler de l'accès au crédit. Mais d'abord, le docteur Konyango. Oui, merci beaucoup. Et j'ai beaucoup tiré parti des différentes interventions qui nous ont parlé des défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment dans le contexte de l'urbanisation. Je vais vous parler du foncier en tant qu'actif. Et malheureusement, cette intervention est quasiment inaudible pour les interprètes, donc l'interprétation reprendra dès que le son le permettra. Financing can be seen in terms of the function of land. First of all, land is seen as a revenue source, and this is because property taxes are based on it, and even issues like land leasing for the users who want to invest in it. And then number two, land can also be seen as an asset, as a financing tool, in the sense that it can be used as collateral or bond backing, and even or public-private partnerships that had been mentioned earlier by one of the speakers. And number three, land can also be used in terms of equity mechanisms, because we know that one of the challenges or that we face in Africa is an equal wealth distribution, and funds can be redistributed through effective land use, and even things like affordable housing that can be built for the poor can be seen in terms of equity mechanisms. And then number four, in terms of function of land, or land can also be seen as a planning enabler, like where there is a better use of or better planning of land, then you will find that better service delivery can occur, and also cost efficiency. Allow me to also mention in terms of sources of public revenue that we are drawing from land, and this is what I've seen as chairman of Homa Bay County Revenue Board, is number one, we generate money out of land rates, which are annual taxes on landowners based on land value. And we also generate money out of stamp duty, which is a charge on land and property transactions. Currently, in Kenya, the law allows us to charge 4% of the property value as stamp duty anytime that there is transactions of selling land. And during that sale of land, there is also capital gains tax, or the sale of land at a profit. Anytime that you are selling land, then it can be evaluated, or since you got it up to the time of sale, what is the profit that is accruing. And 15% of that net gain is paid as capital gains tax. And that's huge revenues that all municipalities, urban centers and cities are drawing. And we also have property taxes and user charges like parking fees or business permits, that also help to raise revenue. And I don't need to delve into the fact that all these revenues that are generated really go into helping to finance or the cities that we have. And there are also areas that can be singled out. Land is often used to secure financing, which has been
Yes, I'm sorry to interrupt. Oui, désolé de vous interrompre, mais on ne vous entend pas. Or partnerships that have already talked about. But allow me to mention that of more significance and or immediate use to local governments, urban land or can be used to generate revenue if there is proper planning. Yes, go ahead. Hello, Dr. Konyango. Oui, docteur Konyango. Dr. Konyango, can you hear me? Docteur Konyango, est-ce que vous m'entendez? Oh, don't know what is happening, but. Francois, Dr. Konyango had a technical issue, I think. He disconnected. Okay. Okay. Look, what we are going to move forward with Mohan, and we will see if it's necessary to come back to Dr. Konyango to give him, I don't know, 1 minute to finalize. So, Mohan, can you hear me? Mohan? Oh. I think that we have a technical issue. Nous avons un problème technique, me semble-t-il. Francois, Dr. Konyango is back on the call, but Mohan dropped out now. I think we have a few issues. Okay. Dr. Konyango, you have 1 minute to conclude, please. Dr. Konyango? Can you hear me? I know it's not ideal, but may I suggest that we start the Q&A and then as soon as on va peut-être commencer avec les questions-réponses et puis dès qu'on aura résolu le problème technique. Je sais que c'est pas idéal, mais est-ce que nous pouvons essayer de passer au moment questions-réponses? Ok, I don't know. Dr. Konyango? Docteur Konyango, vous êtes là? And Mohan, are you connected? Mohan? Mohan, est-ce que vous êtes connecté? I don't know what is happening. Alors, je ne sais pas très bien ce qui se passe. But, Mohan, Mohan, you have the floor if you can je vous donne la parole. unmute yourself. Si vous pouvez allumer votre micro. Mohan. Mohan, are you connected? Est-ce que Mohan est connecté? Oh. Alors, il y a un petit problème. So, hello, can you hear me? Vous m'entendez? yeah, now, yes. Oui, maintenant, on vous entend. Yes. Okay. Très bien. Go ahead, yes. Okay, great. Apologies for the Désolé, issue. désolé Good du morning, problème que everyone. j'ai My name is Mohan eu. Alors, je Vivekanandan. m'appelle Mohan I'm Vivekanandan based in et je Johannesburg. suis basé à Previously, I was with the Development Johannesburg. Bank of J'étais Southern Africa.
précédemment avec la Banque de développement de l'Afrique du Sud comme cadre. Je suis maintenant conseiller senior pour la Banque africaine de développement et je travaille sur le financement des municipalités. Je voulais faire un commentaire principalement, et ça va rebondir sur ce que différents panélistes ont dit, sur une base de financement. Alors, malheureusement, la qualité sonore de M. Vivekananda ne permet pas une interprétation. Le service reprendra par la suite. More off-balance sheet project finance structures are also being utilized to deliver critical urban infrastructure. So first, just talking a little bit around the municipal balance sheet and their ability to utilize those. The key element here, and it's been spoken of before, is the ability to have own revenue generation by municipalities, whether it's from property taxes, whether from municipal delivered utilities such as electricity, water, waste management. And now those can be added and through transfers from the central fiscus. But really, it's quite crucial for municipalities to be able to generate their own revenue. And in those cases, and where the regulation then allows it, it is possible for them to be able to access capital market banks to be able to deliver on their investment requirements. And where Africa, where a number of not just the large metro municipalities, such as the city of Johannesburg or the city of Cape Town, are able to access these resources, but even mid-sized cities are able to do this. The one other element there, and it was also, I believe, a question that had been raised, was around governance and capacity. So especially for you to be able to access funding from banks and capital markets, not only do you need to have the ability to be able to repay those loans, but you also need to be able to demonstrate strong governance and capacity to be able to give confidence to those funders that the funds that they're providing for you will be used appropriately. And what we're seeing is that some of those governance challenges and lack of capacity at a municipal level are also becoming a key constraint, even here in South Africa. So moving from there, where you don't have that, the ability has been around to be able to tie into off-balance sheet solutions using project finance mechanisms to be able to access this financing. And what we're seeing, for instance, is this is an opportunity to grow investment, to bring in both capital and expertise from the private sector. It's definitely easier to be able to access these for such sectors as, for instance, electricity provision, some elements of transport, things like water as well, where you do have revenue that can be ring-fenced to be able to support these project finance investments, and where also technology can be utilized in, for instance, the example of smart prepaid meters for electricity and water as sources of revenue directly from the users of those utilities. As examples of where this is happening now, here in South Africa, a lot of the large cities are looking at agreements, and those IPPs would provide electricity that they would generate. We're seeing those for urban metro projects. I know there's one for Kinshasa as an example in the DRC that's being pursued. There have been various bus rapid transit projects here in South Africa as well. And similarly for wastewater treatment, for instance, for the city of Durban in South Africa. So those are all examples of where we can try and utilize project finance structures to leverage additional sources of capital where the municipality itself may not be in a good position to be able to deploy the funding. Now, crucially, and at the end, is the role of donors and development finance institutions in providing either lending or guarantees.
And I think in particular, for external entities to be able to provide guarantees to both promote domestic capital and local currency solutions is something that's favorable. As an example, I know with the AFDB, there are opportunities to do that, to provide guarantees, to stand behind offtake agreements from municipalities, which should provide support and confidence for private investors to come through both on the equity and on the debt side of project finance structures. And in my previous life, we were also working UNCDF to be able to tap into a European Commission guarantee facility for urban infrastructure with a focus on the African continent. So I think those are also mechanisms that can be utilized to bring infrastructure. So let me stop there. Thank you very much. Many thanks, Mohan. I think that we are going to move Alors, je pense qu'on va passer directement à la dernière partie de notre webinaire, hein, donc la partie questions-réponses. Je voudrais tout d'abord demander aux collègues d'Agadir et Cocody si ils ont une question, une remarque, quelque chose à faire valoir par rapport à ce qu'ils ont entendu par la suite. Monsieur El-Bachir, vous avez quelque chose à dire? Merci aux deux derniers intervenants pour leurs pertinentes interventions. Et je voudrais réagir, et je commencerai peut-être par Monsieur Mohan, et essentiellement quand il parle de governance and capacity. Et je pense que l'un des problèmes majeurs que nous avons rencontrés quand on a procédé à la levée de fonds au niveau des marchés de capitaux de la commune d'Agadir, c'est que en fait, on a rencontré la problématique est d'abord une question de confiance des investisseurs. C'est ce que d'ailleurs disait Monsieur Mohan. Cette confiance des investisseurs, en fait, quand on a procédé à cette émission obligataire sur le marché des capitaux marocains, on a procédé à un roadshow auprès des investisseurs pour leur expliquer d'abord le fonctionnement des collectivités territoriales. Parce qu'en réalité, ils ne connaissaient pas du tout le fonctionnement des collectivités territoriales. C'est la première fois qu'il y a une émission de titres de collectivités territoriales sur le marché des capitaux marocains. Donc, ils voulaient d'abord comprendre comment fonctionne une collectivité territoriale, quelles sont ses sources de revenus, comment on arrive aujourd'hui à garantir le remboursement du prêt et de quel mécanisme nous disposons pour justement garantir ce remboursement des prêts. Ce roadshow a permis véritablement de balayer un ensemble de questions et qui nous a permis de lever ces fonds-là sans garantie ni de l'État ni de la commune. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Et donc, cette problématique de gouvernance cette problématique de confiance des investisseurs, de gouvernance de manière générale, est une vraie problématique. Et puis, j'ajouterai, pour terminer sur cette partie-là de M. Mohan, que la problématique des mentalités, il a fallu convaincre d'abord les partenaires, j'allais dire, centraux et principaux des collectivités territoriales pour procéder à cette levée de fonds sur le marché de capitaux. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances et l'autorité marocaine des marchés de capitaux, plus bien entendu les investisseurs. Donc il fallait convaincre un peu tout ce beau monde, de sorte à dire que c'est une opération qui peut réussir. Et la dernière chose, c'est que quand vous faites par exemple à des investisseurs internationaux, il y a un ensemble d'exigences, et c'est pour ça que la problématique de gouvernance est importante. Il faut faire attention à un ensemble notamment de choses parce qu'il y a des reportings aujourd'hui qui doivent se faire de manière régulière à ces organismes et ce n'est pas une chose facile. Et je relie ça à la problématique notamment de disponibilité des ressources humaines de qualité au niveau des collectivités territoriales parce qu'il faudrait que l'État fasse un effort pour permettre d'attirer des compétences. Pour le volet de M. Konyango,
Je pense que la problématique de l'Inde as un asset, et moi je l'intitulerai plutôt comment valoriser le patrimoine des collectivités territoriales. C'est un des chantiers sur lesquels nous travaillons beaucoup. Il ne faut pas oublier que d'abord, on a un problème de maîtrise de nos assets, de nos actifs. Et je pense que ce n'est pas propre à Agadir, c'est propre à toutes les communes, à toutes les collectivités territoriales de par le monde, et en particulier dans nos pays en voie de développement. Et nous avons initié, avec notamment l'accompagnement de GIZ, un projet de bilan d'ouverture, le premier bilan d'ouverture, pour essayer d'aider au passage d'une commune, d'une collectivité territoriale, d'une comptabilité publique, ou plus exactement d'une comptabilité budgétaire à la comptabilité générale. Et cette problématique de maîtrise des actifs d'une commune, c'est l'essentiel pour élaborer un bilan d'ouverture. Et donc, toutes ces problématiques j'appellerais, de valorisation du patrimoine des communes est une véritable problématique sur laquelle d'ailleurs nous nous penchons depuis déjà un moment. Et je pense que nous allons, durant l'année 2025 et 2026, accorder une importance toute particulière à ça, parce que ça permet en fait d'augmenter substantiellement les recettes de la commune pour être autonome financièrement et permettre de financer les investissements. Voilà, François, en termes de réaction par rapport à ces deux interventions. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Madame Guessant, est-ce que vous avez un point particulier? Allô? Oui, Madame Guessant, oui. Ah oui, je voulais remercier les intervenants, mais déjà, moi j'ai un petit souci au niveau de la traduction là. C'était Ah, complètement en anglais. Oui. ah, mais Donc, on ne vous a pas montré l'onglet de la traduction ou ça n'a pas marché? non, ça n'a pas marché. Donc, moi, ce que je peux dire par rapport à ce que j'ai compris, Oui. déjà, je veux dire, tous ces organismes internationaux connaissent nos difficultés au niveau de recouvrement de nos recettes et de la rétrocession de ces recettes-là aux communes. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous sommes dans un chemin qui est complètement différent du chemin du Maroc, par exemple. Donc, l'accès au financement extérieur est assez difficile. Et donc, si on doit nous aider à urbaniser nos villes, je pense que c'est des choses que nous devons voir de façon étroite, travailler de façon vraiment en synergie pour voir comment arriver à surmonter les difficultés actuelles et amener les gouvernants à faire des ouvertures pour arriver d'abord à la décentralisation et puis permettre à nos communes de pouvoir bénéficier de financements extérieurs et puis pouvoir s'urbaniser correctement, comme Cocody, que vous connaissez certainement. Et bon, je pense que c'est des cas particuliers. Donc, il faut Ok. encore travailler, il faut encore vraiment s'organiser dans ce sens-là. C'est ce que je voulais dire. Sinon, Ouais. si on reste braqué sur les critères d'éligibilité et autres, là, on ne pourra pas avancer. Merci. Merci beaucoup, Madame Guessant. Merci beaucoup. Nous avons bien noté. Je crois aussi bien, Madame Guessant, que Monsieur El-Bachir disent que dans le cadre de l'appui que les institutions internationales portent au pays, de trouver parmi les conditionnalités des conditionnalités qui ont spécifiquement trait à la décentralisation et au renforcement de l'autonomie financière des collectivités et des villes. Alors, we have a number of questions now, but I think that we Alors, il don't y a have enough différentes time to questions, mais je pense discuss qu'on n'a pas vraiment all these suffisamment questions, de so temps de I parler de can toutes talk ces about différentes some of them. questions. Moi, je peux traiter de A certaines d'entre question elles. to Il y a Stephen une question and Mohan. par The Stéphane question et is, how Pour can Mohan. local government be Comment empowered est-ce que to be l'on peut able to meet up their responsibilities autonomiser, donner of plus de capacité aux enhancing autorités local locales afin financing qu'elles so puissent that even augmenter sustainable leur development accès can au be attained? financement pour que les atteintes, Okay, now pour you les have another objectifs, pour question atteindre ces for objectifs, très bien. Margarita and Brille. Une autre question pour Margherita et We Brillet. are currently challenged with flooding and its related effects
across Nous Africa. devons We faire also face know the donor funding landscape has shifted significantly with avec less un concentration to paysage de urbanization. financement qui est beaucoup What does plus OECD plan to do moins differently to concentré. promote Qu'est-ce que financing of l'OCDE cities, va faire différemment both in pour Africa and promouvoir the le global financement community? des How are villes, you going aussi bien en to Afrique que dans measure la impact and communauté prudent globale? Comment est-ce que utilization vous allez of these mesurer resources? l'impact et une utilisation prudente de Euh, ces ressources? alors maintenant, il y a une question pour M. El-Béchir et Mme Nguessan. Qu'en est-il de la gestion des marchés locaux? Est-ce que leur gestion est sous la responsabilité de vos municipalités? Si oui, quelle est leur contribution dans la mobilisation des ressources? So, please, I will ask Donc, a je vais minute demander, for s'il vous each plaît, que vous because we preniez don't une have minute pour répondre à chaque question enough parce qu'on time. n'a You have pas to vraiment conclude. beaucoup de temps. So please Nous devons be conclure. precise so we can move Euh, forward. Okay, donc, Stéphane je vous donne and la Mohan. parole, I Stéphane, think tout that the first d'abord. question was for Donc, d'abord Stéphane Stéphane et Mohan. and Mohan. Stéphane, Stéphane, je vous donne la Oui, parole. merci, okay. merci François. Je vais répondre en français, comme ça Madame Guesson aussi peut entendre plus facilement. Merci aussi. Au niveau de la Banque africaine de développement, ce qu'on fait avec les municipalités, c'est vraiment deux grands piliers. Hein. Donc, alors, on pourrait mettre peut-être plus, mais j'aime beaucoup l'approche que le vice-président de la ville d'Agadir a mentionné. Un, c'est les systèmes de revenus. Par exemple, en ce moment-ci en Côte d'Ivoire, on travaille sur une grosse assistance technique au pays qui s'appelle l'appui à la mobilisation des revenus de la commune de Côte d'Ivoire, le PAMREC, qui travaille sur 22 communes et qui maintenant va s'étendre. Et on travaille avec la Direction générale de la décentralisation. Donc ça, c'est la partie de l'amélioration des revenus, des taxes foncières, et ce que le vice-président appelait la maîtrise hein, de tous les patrimoines, hein, et savoir comment faire. En fait, souvent les villes n'ont pas cette maîtrise en fait. Ça c'est un grand problème. Deux, c'est maintenant d'avoir des gens comme Mohan et des spécialistes de financement pour pouvoir savoir comment aller sur le marché, ou soit en obligation, ou soit et là ça revient à ce qu'on a fait ensemble, François. C'est la partie rationalisation, mettre de l'ordre dans les finances, standardisation. Et évidemment, pour pouvoir émettre des obligations, il faut d'abord que tout soit bien connu. Et j'aime beaucoup ce que le président disait, c'est la partie de communiquer en fait les chiffres avec les bailleurs de fonds et les investisseurs, que ce soit les banques locales ou les banques de développement comme la nôtre. Donc, je m'arrête là. Peut-être que Mohan pourra continuer. À vous. Yes. I think just the quick answer is it's around land and using the value of the land. L'important, c'est le foncier et comment utiliser le foncier par le biais de taxes sur le foncier. Donc, les municipalités, les collectivités territoriales doivent pouvoir mobiliser ces taxes sur le foncier et c'est où des entités comme la Banque africaine de développement, par exemple, peuvent travailler pour améliorer la collecte d'impôts sur la propriété, sur le foncier. Et nous, on peut bien sûr apporter une assistance technique, mais c'est ce que je montrais dans mes diapositives, c'est ce qu'on a fait en Afrique du Sud, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une solution gagnante et très facile à mettre en œuvre. La valeur du foncier, par ailleurs, va augmenter. Et il faut que les villes puissent collecter des taxes pour pouvoir ensuite organiser des services publics pour leurs citoyens. Shall I repeat the question? Oui, donc je répète la question. Donc les inondations et les problèmes que cela pose. Et puis, on sait également que l'urbanisation n'est pas toujours une priorité, notamment en termes de financement. Donc, que va faire le SWAC? Et comment est-ce que vous allez mesurer l'impact suite à l'utilisation des ressources? Donc, merci pour cette question.
L'un des objectifs du secrétariat, c'est d'accorder une plus grande importance et priorité à l'urbanisation. Pas de manière isolée, mais faire le lien avec le climat, le changement climatique, comme on l'a fait ici, mais également faire le lien avec la sécurité politique, la sécurité physique et également la sécurité alimentaire. Et on fait cela de différentes manières. On a une analyse et ces analyses, elles sont publiées. On peut y accéder gratuitement en ligne. Mais c'est vrai que pour atteindre les utilisateurs les plus pertinents, on essaie de faire en sorte de communiquer très largement. On organise des ateliers également. On a organisé récemment un atelier à Ouagadougou avec l'UMOA, mais on organise également des conférences et bien sûr, si les municipalités, les collectivités territoriales ont des idées, s'ils veulent travailler avec nous pour voir comment on peut communiquer les données, les analyses, eh bien évidemment, on est prêt, mais nous ne sommes pas, bien sûr, une organisation financière. Donc, on ne peut pas dire comment les financements des donateurs, par exemple, vont être utilisés. Bien sûr, notre club du Sahel, c'est une plateforme de dialogue, donc on peut évoquer ces sujets, bien évidemment. Et on fait le lien avec différentes parties prenantes. Voilà, François, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je suis sûre que je peux ajouter si c'était un peu hors sujet. Non, très bien. Billet? Oui, simplement pour rebondir sur ce qu'a dit Margarita, je crois que les données qui sont toujours améliorées, actualisées, c'est également une manière d'avoir accès à des financements, que ce soit pour mieux comprendre la situation dans une municipalité donnée, par exemple, et les opportunités. Et toujours sur les aspects renforcement des capacités, on fait cela au niveau municipal, bien sûr, comme Margarita l'a dit, avec l'exemple de Ouagadougou et l'UMEA, mais également on travaille avec des partenaires locaux. On fait des réunions en ligne, mais également en présentiel. On organise, par exemple, des formations sur comment utiliser des données en accès gratuit de différentes sources. Donc, tous ces outils sont disponibles et peuvent être utilisés. Merci beaucoup. À présent, Madame Guessant et M. El-Bachir, à propos Madame du marché. Guessant et M. El-Bachir. Qui gère ces marchés, est-ce que ça rapporte, etc. Vous avez 1 minute chacun. Pour répondre à cette question, François, je pense que au niveau d'Agadir, la contribution des marchés à la mobilisation des recettes n'est pas très importante. Donc, nous axons notre effort essentiellement sur des taxes qui rapportent le plus et qui constituent peut-être 80% de nos recettes. Je parle de la taxe d'habitation, la taxe professionnelle, taxe de séjour, taxe sur les terrains non bâtis, occupation temporaire, etc. Mais ces taxes sur les marchés ne sont pas très importantes pour Agadir. OK. Merci. Madame Guessant? Oui, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, plus précisément Cocody, il faut dire que les ressources sur les marchés également ne sont pas, c'est pas très important. C'est même dénommé des ressources, ce sont des taxes forfaitaires, c'est-à-dire des petites taxes qui sont prélevées sur les marchés parce que nos commerçants ne sont pas de grands commerçants et donc la retombée, forcément, les ressources ne sont pas aussi très élevées. OK. L'impôt foncier. Oui. L'impôt foncier, plutôt, Ouais. qui rapporte assez, voilà. OK. OK, so thank you for Bien, eh bien, merci beaucoup pour vos contributions, pour vos questions. we are out of time. Nous avons dépassé notre créneau horaire et on arrive vraiment à la fin de ce webinaire. Et donc, je vais donner la parole à Madame Tonia Darling, qui est coordinatrice du Fonds pour la municipalité de la Banque africaine de développement, Fonds de développement urbain et municipal. Madame Tonia, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour, Monsieur Yatta. Bonjour, Oui, bonjour à bonjour. tous. Bonjour. Allez-y. Nous sommes tout oui.
Donc, c'est un privilège pour moi de conclure ce webinaire sur l'urbanisation durable en Afrique. Donc, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement tous nos intervenants pour leur contribution éclairante sur les défis liés à l'urbanisation croissante et les besoins actuels en matière de financement urbain. Donc, je tiens également à remercier toutes les participations pour cette mobilisation. On avait plus d'une centaine de personnes connectées pour leur engagement qui s'est traduit là avec des questions. Mes remerciements s'adressent également à nos partenaires dans le Club du Sahel de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE, les cités et gouvernements locaux unis, pour cette collaboration fructueuse. Donc, comme l'ont révélé Mesdames Fada, Mesdames Anderson, Monsieur Atia lors de la première session, dont les données récentes nous rappellent l'urgence de notre mission. Et Madame Fada l'a bien mentionné au début également. On verra au cours des 3 prochaines décennies 900 millions de nouveaux citadins rejoindre les villes africaines. L'Afrique deviendra donc ainsi le continent avec la deuxième plus grande population urbaine au monde après l'Asie. Donc, et cette transformation s'opère dans un contexte de changement climatique accéléré. Donc, ce webinaire a permis de mettre en lumière les besoins criants en financement urbain, les solutions innovantes à notre portée, notamment des outils de financement tels que des prêts concessionnels, les subventions, les garanties, des financements mixtes publics et privés. Et l'un des points importants de nos échanges a été vraiment euh, l'importance de renforcer les institutions de gouvernement locaux et d'assurer une gouvernance multiniveau efficace, permettant aux villes d'être plus attractives, de gérer leur croissance de manière autonome et coordonnée. Donc, le Fonds de développement urbain et municipal, dont l'UMDF, dont je suis la coordonnatrice à la Banque africaine de développement, s'inscrit donc au cœur de cette dynamique depuis 2020. Donc, nous avons au sein de l'UMDF 3 instruments stratégiques: le programme de planification des villes africaines, la fenêtre de préparation de projets, la fenêtre d'accès des municipalités au financement. Donc, nous agissons ainsi sur toute la chaîne de valeur du développement urbain. Donc, c'est une approche intégrée qui combine l'assistance technique pour une planification urbaine stratégique, la préparation des projets d'investissement bancables et résilients au climat, le renforcement des capacités en gouvernance municipale, gestion financière pour leur permettre d'être plus attractifs, comme on l'a dit dans les différents échanges, pouvoir mobiliser des ressources localement, et aussi l'accompagnement vers l'accès au financement des villes pour des projets de développement urbain. Donc, nous avons pu constater à travers les différentes sessions de ce webinaire qu'une planification urbaine proactive, une gouvernance efficace sont dans des leviers pour débloquer des investissements urbains. Donc, et on va dire, le chemin vers des villes africaines durables nécessite donc, à mon avis, 4 éléments clés. Donc, une collaboration continue entre tous les acteurs de développement urbain, des partenariats stratégiques renforcés pour la mobilisation des investissements, une approche intégrée combinant une planification proactive, la gouvernance et le financement, et surtout un focus accru sur l'adaptation climatique et les solutions basées sur la nature. Donc, en conclusion, je dirais que l'urbanisation en Afrique représente donc à la fois un grand défi, mais surtout une belle opportunité pour nous, pour tous. Nous avons des différents outils, la connaissance, la détermination nécessaire pour transformer cette transition urbaine en moteur de prospérité durable. Donc, l'UMDF continuera d'être partenaire de cette mission car c'est ensemble que nous bâtirons des villes africaines de demain résilientes, inclusives et prospères. Donc, je vous remercie une fois de plus pour déjà tous les participants et surtout vous, les intervenants, pour cet engagement parce qu'ensemble, en continuant ce dialogue et cette collaboration, nous garantirons des villes africaines prospères, résilientes. Merci. Je vous repasse la parole, Monsieur Yatta. Merci beaucoup, Madame Darling. Merci pour vos remarques de conclusion. Je vais passer la parole à Margarita. Thank you, François. Ouais. Merci, François. Eh bien,
On manque de temps, malheureusement, mais donc on est à la fin du webinaire. As Director Touré mentioned earlier, this is the second of three-part series. Alors, effectivement, c'est la deuxième d'une série de 3. Donc, vous pouvez avoir des informations ou accéder au prochain lien d'enregistrement dans le lien dans le chat. Je voulais remercier tous les intervenants, tous ceux qui ont pris la parole. J'ai vraiment beaucoup apprécié les éléments qui ont été mis en avant et j'espère que ce n'est que le début d'une longue collaboration. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Merci, Margarita. Merci beaucoup. Merci, au revoir François. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Bachir. Merci beaucoup. Merci, bye. Merci. Thanks, Mohan. Thanks so much, Mohan.